Ouais, d'accord, ok. Alors on y va, on se lance sans plus attendre. Donc déjà quelques mots sur EcoCert. Peut-être que certains d'entre vous connaissent du coup notre nom. EcoCert est une association qui est devenue une entreprise en 1991. Avant, EcoCert, donc cette association s'appelait l'ACAB, l'Association des conseillers en agriculture biologique. Et en fait, 1991 a été créée l'entreprise suite au premier règlement européen des productions végétales bio. Donc, j'y reviendrai. C'est une date un peu fondatrice dans le monde du règlement. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez, du coup, à l'époque, on ne parle pas d'agroécologie, mais chez EcoCert, déjà, on parle beaucoup d'agrobiologie et on parle déjà d'environnement. C'est quelque chose qui est évidemment très important pour l'entreprise depuis ses débuts et depuis l'avènement du mouvement bio sur lequel je reviendrai également. Et pour la petite histoire, on est installé, donc on a commencé à Toulouse, à l'école d'ingénieurs agronomes de Purpan, puisque on a démarré là-bas. Mais ensuite, EcoCert s'est installé dans le Gers, à l'île Jourdain, plus proche de ses racines agricoles. Ça nous tenait à cœur et on y est donc depuis 1998. Alors, là aussi, sur l'évolution d'EcoCert, ce qui est intéressant, c'est un petit peu une évolution qu'a suivi, je dirais, tout le mouvement bio aussi. Au départ, je pense que le mouvement bio, c'est parce que j'étais pas là, hein, donc je suis arrivé pour être hyper transparent avec vous chez EcoCert en 2010, donc je suis un baby bio par rapport à ses fondateurs et ses pionniers. Mais de ce que l'on m'a raconté, effectivement, le lien entre alimentation et santé était très important au départ. Donc, il y avait surtout cette question liée à l'absorption de résidus de produits phytosanitaires et de son impact sur la santé. Donc, c'était très orienté autour de ça. Et puis, évidemment, l'entreprise a ensuite évolué au fil du temps pour s'intéresser à d'autres enjeux, puisque, évidemment, globalement, on s'aperçoit que le sujet n'est pas uniquement ce que l'on mange et s'il y a des pesticides à l'intérieur, le sujet est bien plus vaste entre le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. On a évidemment tout un tas de limites planétaires qu'on est en train d'enfoncer les unes après les autres. Et c'est sur ces sujets que l'on travaille aujourd'hui, même si notre activité historique est quand même quelque chose d'encore important chez EcoCert aujourd'hui, puisque nous sommes certificateur mondial numéro 1 pour la bio. Alors, un peu d'histoire peut-être. J'ai mis juste quelques pionniers de la bio, évidemment, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, donc c'était difficile de choisir. Sir Albert Howard, parce qu'il est anglais et il a créé l'Association du sol, la Soil Association, en 1946. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental parce que grâce à ce monsieur et d'autres, on prend très vite conscience dans le mouvement bio que le sol va avoir une importance absolument colossale dans le devenir de l'agriculture. Rudolf Steiner, ça c'est pour les gens qui connaissent un petit peu plus du coup, le côté ésotérique ou intéressés par le côté un peu ésotérique de l'agriculture biologique. Il est à l'origine d'un mouvement qui s'appelle la biodynamie. Et je n'aurai pas le temps d'aller plus en avant vers ce mouvement, mais c'est quelqu'un qui est important dans la famille, dans la grande famille du mouvement bio. Et puis Masanobu Fukuoka, donc l'inventeur de la permaculture, qui est également en fait peut-être, enfin même je suis sûr, puisque je m'adresse à des chercheurs, un concept dont vous êtes familier. Ça, c'est plutôt la partie internationale. Si je regarde sur la France, il faut rendre absolument hommage aussi aux pionniers qu'est l'Association Nature et Progrès, qui existe encore aujourd'hui et qui a rédigé en 1972 le premier cahier des charges français de l'agriculture biologique. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion entre règlement et cahier des charges privé. Juste comprendre aussi en fait la genèse du mouvement bio, parce qu'il y a la réglementation bio, mais derrière la réglementation bio, il y a un mouvement bio. Dominique parlait tout à l'heure d'IFOAM, par exemple, qui évidemment rassemble les familles de la bio dans ce mouvement. Mais ce mouvement bio, il est vraiment avant-gardiste, il est pionnier et il s'aperçoit déjà il y a une centaine d'années qu'il y aurait des limites donc à la manière dont la production agricole en fait était en train de s'organiser. Et déjà il y a un siècle, les gens dont je parle là et bien d'autres
ont mis en place des idées autour du concept d'autonomie des producteurs, de retour à la terre, de circuits courts, de fertilité des sols. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc, les idées bio ne sont pas nouvelles. Elles ont plus d'un siècle. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont plus contemporaines que jamais. Alors, expliquer un petit peu ce que c'est qu'un règlement et un cahier des charges privé. Donc, le règlement public, cahier des charges privé, privé. Donc, qui dit public dit forcément puissance publique et dit que ce soit au niveau de l'État français, puis ensuite au niveau européen, une volonté de réglementer ou légiférer. Donc, en 1980, en France, il y a une loi qui commence donc du coup à s'intéresser à cette question de l'agriculture biologique dans le cadre de la loi d'orientation agricole de juillet 1980. La bio est officiellement reconnue et le label AB que vous connaissez tous naît en 1985, donc déjà il y a quasiment 40 ans. Puis en 1991, c'est la date de naissance d'EcoCert, c'est la réglementation européenne pour les productions végétales. Donc là, on a un cadre qui est européen et qui est fixé donc par règlement. C'est à ce moment-là qu'EcoCert naît, parce que EcoCert doit choisir, soit elle continue d'être l'ACAB et d'exister avec le monde des cahiers des charges privées, que vous voyez à gauche, Nature et Progrès, mais à l'époque, il y en a plein d'autres, le maire Boucher, une quinzaine de cahiers des charges privées, soit elle continue de labelliser ces cahiers des charges-là, soit elle va vers le règlement, c'est-à-dire une définition publique de la bio, c'est ce qu'elle décide de faire. Et donc, l'ACAB devient EcoCert et s'intéresse, entre guillemets, abandonne Nature et Progrès et ses cahiers des charges privés et se dédie complètement, du coup, à la réglementation européenne pour les productions végétales. Donc, elle coupe les ponts à l'époque avec donc Nature et Progrès et ses cahiers des charges privés. En 2000, donc la réglementation est complémentée donc sur la question de production animale. Et en 2010, vous avez la naissance de l'Eurofeuille, qui est donc le petit logo qui est obligatoire aujourd'hui sur tous les produits bio et que vous connaissez bien. À gauche, je vous ai mis donc du coup, à gauche, quand on regarde l'écran, en tout cas le mien, je vous ai mis du coup les cahiers des charges privés. Donc que certains cahiers des charges privés, il existe des dizaines, parmi lesquels certains sont connus comme Déméter, donc le cahier des charges de la biodynamie, mais BioSuisse par exemple, Naturland en Allemagne ou Sol Association qui existe encore évidemment au Royaume-Uni. En fait, dans ces pays-là, les cahiers des charges privées sont la définition de la bio. C'est-à-dire qu'en Suisse, c'est BioSuisse qui fait référence. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est Sol Association. Si vous cherchez un produit bio, le consommateur va chercher le logo de la Sol. Il ne va pas nécessairement chercher un règlement ou du coup une définition publique et locale de la bio. Ce sont des cahiers des charges privées qui se sont imposés au fil du temps. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ces cahiers des charges privées, ils viennent en général complémenter le socle réglementaire public, puisque ces cahiers des charges privées vont plus loin sur tout un tas d'aspects, biodiversité, sociale, locale, etc. Et du coup, ils vont ajouter des dimensions à la bio réglementaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que leur légitimité est renforcée et est encore possible auprès du consommateur. Donc, ils se targuent d'aller plus loin que la bio. Ah, ok. Je pensais que j'avais une question, mais peut-être à la fin. Je vais essayer d'avancer. Il me reste 4 minutes. Alors, au fait, un produit ou une production bio, c'est quoi? Il y a 3 définitions essentielles. D'abord, sur des produits. Donc, en fait, les produits bio sont naturels et authentiques, c'est-à-dire qu'on va essayer, un petit peu comme pour la production végétale, notamment, de se passer au maximum de produits issus de la chimie de synthèse. Donc, on va interdire les colorants, les arômes, les exhausteurs de goût, le nombre d'additifs autorisés, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est transverse à l'agriculture biologique. C'est essayer d'avoir une naturalité de la production ou du produit la plus forte. Il y a une autre dimension qui est importante en agriculture biologique, c'est la dimension, alors là, je parle de l'agriculture biologique, réglementée, celle qui est dans le règlement européen.
c'est la dimension de respect du bien-être animal. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important également et ça va se traduire par évidemment l'accès à des parcours extérieurs, mais aussi à des conditions de logement qui permettent du coup un haut degré de bien-être animal. Les animaux sont nourris avec une alimentation bio, ça c'est quelque chose d'important. Et sur la santé, on essaie de faire de la prévention, donc vraiment du préventif plutôt que du curatif. Et quand on utilise du coup du curatif, on le fait vraiment en dernier recours. C'est exactement la même chose pour les productions végétales. On va s'interdire du coup l'usage de produits chimiques de synthèse et on va essayer de faire de la prévention. Alors, ça veut dire aussi que la bio doit faire de la recherche. La bio doit innover puisqu'on doit travailler sur des variétés de semences qui puissent permettre la résistance aux maladies ou des techniques culturales qui sont spécifiques ou dans les techniques mécaniques ou les alternatives biologiques, on doit innover en permanence. Voilà, donc ça, c'est le cadre de la bio au sens large, une naturalité qui est la plus forte possible, que ce soit sur le produit fini ou dans le champ, et ensuite une dimension de bien-être animal qui est forte. Il y a une dimension de biodiversité qui est clairement exprimée dans le règlement et qui aujourd'hui, en fait, n'a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'elle est assez peu décrite dans les exigences du règlement tel qu'il est aujourd'hui. Ça fait partie d'ailleurs des trous dans la raquette du règlement, selon moi. Alors, le contrôle et la certification, puisqu'il ne me reste que quelques minutes, comment ça se passe? Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, donc ça c'est une brochure que j'ai copié-collé de l'agence bio. On vient juste, d'ailleurs vous la découvrez en avant-première, on vient juste de finir de la rédiger avec l'agence bio. J'ai trouvé qu'elle permettait de bien synthétiser les choses. Aujourd'hui, toutes les entités qui sont engagées en bio en France sont contrôlées, c'est-à-dire plus de 87 000. Et donc, ça va du champ jusqu'à l'assiette, puisqu'un producteur est contrôlé comme un distributeur de produits bio. Ils sont contrôlés par 10 organismes de certification agréés comme EcoCert, et nous sommes agréés par l'INAO. Donc, c'est l'INAO qui donne les agréments aux organismes pour faire ce travail. Comment ça se passe? Vous avez un contrôle obligatoire donc, chez ces 87 000 acteurs de l'agriculture biologique qu'on contrôle. Donc, il y a au moins 87 000 contrôles, mais en réalité, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a environ, par exemple, pour donner une idée, chez EcoCert, on est à une moyenne de beaucoup plus de 10%. On fait à peu près 1,9 contrôles par client que l'on contrôle, donc qu'il soit producteur ou transformateur par an, ce qui fait que l'on passe quasiment 2 fois. Une de manière approfondie, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous et on fait tout le travail avec eux, donc à la fois documentaire et de visite des parcelles, et une de manière inopinée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'informations, mais je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de les lire. Juste vous dire aussi qu'évidemment, on utilise l'outil d'analyse pour vérifier que des pratiques, notamment non conformes, ne soient pas utilisées. Et on a une obligation de faire au moins 5% d'analyse. Et en fait, les opérateurs de la bio sont eux tenus à avoir leur propre plan d'analyse et de contrôle. Nous, on vient juste vérifier, grâce à cet outil, qu'ils gèrent bien ces risques-là. Voilà, que vous dire, il y a beaucoup, effectivement, de dossiers dans lesquels il n'y a pas de conformité majeure. À peu près 90% des contrôles que l'on effectue, là, il y en a plus donc de 120 000 contrôles par an. Dans ces cas-là, il ne se passe rien. Il y a juste des écarts ou des points de correction. Et dans 10%, à prendre des sanctions plus sévères, comme le déclassement ou la suspension du certificat, par exemple. Voilà. Et le coût d'un contrôle bio, pour vous donner une idée, donc en gros, c'est 500 € en moyenne pour un producteur et entre 700 et 800 € pour un transformateur, ce qui représente sur 1 € de produits bio achetés à peu près 0,5 centimes qui vont au contrôle. Alors, et c'est la dernière, Dominique, je me dépêche parce que je vois qu'il est 14h11. La question, quels impacts donc sur la réglementation certification de diversité des AB si demain la baie devient majoritaire? Alors déjà, effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle majoritaire. Si elle reste autour de 50% et un petit peu plus,
Moi, ce que je crois globalement, c'est que le cadre qui existe et qui nous a amené jusqu'à 10% de SAU pourrait continuer à s'appliquer, c'est-à-dire un gros travail de concertation au niveau de l'INAO avec tous les professionnels et les familles de la bio. Par contre, évidemment, quand on changera d'échelle, il y aura l'influence de nouveaux acteurs sur des décisions stratégiques dans ces instances. Donc, on aura des risques d'immobilisme ou de freinage de transition et une dilution possible du niveau d'exigence de la réglementation. Ça, c'est possible pour pouvoir embarquer le maximum de gens. Ce qui veut dire qu'on va étirer à ce moment-là la bio et qu'il y aura des gens qui seront de plus en plus bio et ceux-là peut-être même sortiront de la bio. C'est des gens que je vais appeler en bio plus, 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 plus. Et il y aura des gens qui seront plutôt dans la bio intensive qui, eux, seront plus proches en fait, de la méthode de production actuelle, on va dire, avec un changement marginal de leur pratique. Et dans ces cas-là, ces gens-là aussi vont augmenter et peut-être sortiront du système ou pas. Bref, la bio va se retrouver assez tiraillée. Pour nous, en tant qu'organisme de certification, ce sera des contrôles allégés ou des nouveaux points de contrôle sur la biodiversité, par exemple, ou les pratiques de culture et notamment tout ce qui concerne la gestion des sols. Au-delà de 70 ou 80%, bon, ben là, on change totalement de paradigme. Là, ça serait vraiment quelque chose de totalement nouveau, puisque là, c'est le conventionnel qui deviendrait minoritaire. Et là, ça serait les conventionnels qui seraient contrôlés, à mon avis, et plus les bio. Ben nous, on disparaîtrait probablement dans cette mission. Par contre, on continuerait probablement sur l'appel Bio Plus, qui, à mon avis, continueront d'exister toujours parce qu'ils expriment des différences par rapport à un cadre réglementaire. Et on serait peut-être amené à contrôler des services écosystémiques. Je l'ai expliqué, tout ce que peut faire un producteur sur sa ferme en termes donc de bilan carbone ou de bilan biodiversité, par exemple, pourrait de mettre des sujets que nous serions amenés à contrôler. On aurait des contrôles bio qui seraient du ressort de la réglementation générale, donc plutôt assurés par la DGCCRF. Et évidemment, ça va sans dire une profonde recomposition du paysage agricole français. Et plus proche peut-être d'ailleurs de la vision des pionniers de la bio dont je vous ai parlé et qui date déjà d'un siècle. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de faire ça un petit peu au pas de charge.